Bonsoir à tous. Savez-vous faire preuve d'autorité ? Et d'abord, l'autorité, c'est quoi pour vous ? Crier, menacer, dominer, ou au contraire amener l'autre vers votre objectif par la douceur sans même qu'il s'en aperçoive ? Connaissez-vous la frontière entre autorité et autoritarisme ? À l'heure où les personnalités politiques et les grands dirigeants perdent tous les jours de leur crédibilité, comment faire preuve d'autorité en se sentant à sa juste place ? Le management du XXIe siècle doit-il forcément ignorer l'humain ? Ne faudrait-il pas plutôt plonger au cœur de soi, mieux se connaître, puis mieux connaître les autres pour mieux les diriger ? Mon invité de ce soir a beau être militaire de carrière et aujourd'hui contrôleur général des armées, je serais prête à parier qu'il se connaît bien et crie très rarement sur ses subordonnés. Entre nous soit dit, Mélanie Croubalian. Écoutez, crier, c'est la première erreur à ne pas commettre, hein, bien évidemment. Non. Écoutez, pour diriger, pour mener une équipe, la meilleure façon, c'est de parler, d'expliquer déjà dans un premier temps, parce que si les gens ne savent pas exactement pourquoi on leur demande de faire quelque chose, ils le feront mal ou de travers. Donc la première chose, c'est expliquer pourquoi on va faire quelque chose, dans quel contexte ça se situe, comment on va s'y prendre et quel sera le rôle de chacun et quelle sera la valeur ajoutée de chacun. Ce qui permet déjà d'entrée de jeu de dire chacun a une valeur dans ce jeu et chacun d'entre vous est un atout dans le jeu qu'on va jouer. Et dans ces conditions, eh bien quand on dit allez maintenant on y va, tout le monde y va dans la bonne direction. Et sait exactement quelle sera sa mission. C'est un petit peu comme ça que fonctionne un commando. C'est comme ça que peut fonctionner également une équipe de projet, une équipe tout simplement, enfin des gens qui travaillent ensemble, quoi. Ça vous arrive quand même de vous énerver parfois ? Ah oui, tout à fait. Attendez, on est dans l'humain, là. Moi, je ne me prends pas pour le messie, hein. Non, bien sûr. La colère est parfois au rendez-vous. Mais c'est lié au contexte aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en colère quand le chemin n'arrête pas de se couvrir d'obstacles, quand parfois, vous savez, tous les êtres humains ne sont pas parfaits. Alors celui qui dirige n'est pas parfait, mais ceux qui sont dirigés non plus. Il y a toutes sortes de configurations, si vous voulez, hein. On peut aller de la pire à la meilleure, mais la pire des configurations, c'est quand on prend par exemple la responsabilité d'une équipe qui a été polluée, vous voyez, pendant des mois ou des années par de mauvais comportements managériaux, des chefs hyper autoritaires ou autistes ou je ne sais quoi, qui ne veulent absolument pas entendre ce que leur disent leurs collaborateurs, qui ne veulent pas leur parler, qui balancent des ordres comme on jetterait du poivre à la figure. Et ces gens-là, parfois peuvent être oui, le terme de polluer n'est pas trop fort, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme un arbre qu'on laisse pas pousser droit, ils poussent un peu tordu, et comment faire pour leur dresser, quoi. Alors parfois, vous avez des gens qui, à force de patience, intègrent un changement de comportement, un changement de culture. Ils sont capables de se dire, oui, tiens, le nouveau patron, la nouvelle patronne, là, ça a pas l'air d'être comme avant. Ah oui, là c'est plutôt bien, il nous a expliqué, etc. Et puis il y a des gens qui par nature, une fois qu'ils ont été un petit peu pollués comme ça, restent plutôt aigris, noirs, négatifs, etc. Alors à certains moments, quand la persuasion n'a plus fonctionné, on peut hausser un petit peu le ton. Cela dit, il s'agit pas non plus de se mettre à crier dans les couloirs parce que ça sert à rien. Quand je dis hausser le ton, moi c'est surtout utiliser un autre mode d'expression, un mode d'expression plus ferme et plus direct, quoi, pour que les gens se rendent compte que il y a des limites quand même. C'est un peu comme avec les enfants, si vous voulez. Vous pouvez expliquer non, ça il faut pas le faire, c'est dangereux, il faut pas le faire, c'est dangereux. Puis à un moment, stop. Voilà, il faut savoir. Et puis après, on peut reprendre les explications éventuellement, mais oui, bien sûr. On va faire encore un petit peu plus tard ce parallèle aussi avec les enfants, voir comment ça se passe, parce que l'autorité, ça s'exerce aussi à plusieurs niveaux. Vous vous appelez Daniel Hervouet. Bonsoir. Je vous ai pas dit bonsoir encore. Bonsoir. Vous êtes ancien officier des forces spéciales et des renseignements. Vous êtes aussi contrôleur général des armées, comme je viens de le dire. Également écrivain, puisque vous avez publié plusieurs thrillers géopolitiques et des essais aussi, sur ce qu'on appelle en bon français le leadership. Vous êtes spécialiste d'ailleurs du leadership. Le dernier en date s'intitule Besoin d'autorité, avec un sous-titre Lettre ouverte à ceux qui forment de futurs dirigeants. Et c'est paru aux éditions Ballant. Pourquoi on a besoin d'autorité, Daniel Hervouet ?
C'est quelque chose qui s'inscrit au plus profond de nous-mêmes. Hein. J'ai en tête moi le souvenir d'un film qui date un petit peu maintenant, qui s'intitule La guerre du feu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. C'est un film, une fiction qui se déroule dans les temps très anciens où les premiers hommes se débrouillent pour survivre dans la nature. Et ils vivent par petites équipes, petits groupes, des hommes, des femmes, des enfants, etc. Bon, c'est vraiment la toute petite tribu, quoi. Et on se rend compte que très vite, dans ces groupes, il y a une espèce de leadership naturel qui se dégage. Il y a toujours quelqu'un qui dit, bon, tiens, il vaut mieux aller à droite qu'à gauche, ou bien là, attention, il y a un danger qui arrive, ou bien là, attention, on est en train de manger toutes nos réserves et on n'est pas sûr de pouvoir se rapprovisionner ou chasser un nouvel animal avant X jours, etc. Et voilà, c'est naturel. À la base. Et puis, on se rend compte aussi que dans le fonctionnement naturel de tout, à la fois notre vie privée, nos loisirs, notre vie sportive, notre vie artistique, si on en a une, notre vie professionnelle, eh bien, s'il n'y a pas de capitaine à la passerelle, très vite on va dans le mur parce que chacun agit à sa guise, comprend les choses comme il les comprend, et s'il n'y a pas de coordination, s'il n'y a pas de cap, s'il n'y a pas de sens donné à l'action collective, très vite ça part dans tous les sens. Et on voit très bien la différence entre une bonne équipe avec un bon coach qui a réussi à faire de la cohésion, à créer de la cohésion et qui amène son équipe pas loin du succès ou au succès, et puis les équipes dans lesquelles il n'y a que des égos, où chacun veut être mis en valeur et veut détariser, etc. Et là, ça donne une catastrophe parce que il n'y a pas de sentiment collectif. Or, qu'on le veuille ou non, même si on vit dans des sociétés individualistes, on est individualiste, mais quand même dans un cadre collectif. Et en même temps, c'est vrai que ce mot d'autorité au XXIe siècle, il paraît complètement désuet. On se dit l'autorité, c'est terminé. Maintenant, on travaille en équipe. C'est plutôt horizontal que vertical. Est-ce que c'est toujours la même autorité aujourd'hui qu'hier ? Non, moi je crois pas foncièrement qu'il y ait eu de changements très importants. Alors bien évidemment, si on prend je sais pas l'entreprise ou l'armée de 1900 par exemple, il est certain que la façon de parler aux subordonnés, aux équipes, etc. N'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais je dirais que, alors c'est pas tout à fait vrai parce que quand on lit le rôle social de l'officier, de l'IOT, on se rend compte que déjà à cette époque, lui, il avait des préoccupations de cette nature. Et puis on peut remonter à l'Anabase de Xénophon dans l'Antiquité, c'était la même chose. C'est-à-dire que les chefs se rendaient déjà compte qu'il fallait avoir un certain type de comportement vis-à-vis de ces hommes, puisqu'à l'époque il y avait que des hommes dans les armées. Et vis-à-vis des hommes et des femmes dans les entreprises, ils se rendaient compte déjà qu'il fallait avoir un certain type de comportement pour être vraiment suivi et obtenir une certaine efficacité. Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que on est tous entre copains, entre amis, il n'y a pas de brutalité apparente. Mais la brutalité, la brutalité est d'autant plus violente qu'elle est secrète. C'est-à-dire que ce qu'on ne vous dit pas dans un entretien annuel, par exemple, dans votre entreprise, ça sera dans la tête du dirigeant et ça lui servira pour vous mettre au placard dans une semaine ou dans 3 mois quand il l'aura décidé et sans s'en expliquer à qui que ce soit. Donc cette autorité, elle existe toujours aujourd'hui, mais elle a tendance à glisser précisément vers l'autoritarisme, vers le plein pouvoir, le pouvoir total, le pouvoir quasiment totalitaire, qu'on peut exercer sur des individus en donnant le sentiment qu'on est très cool entre amis et qu'il y a aucune violence. Et pareil dans la famille, Daniel Hervé. Tout est civilisé. Oui, avec oui, les bien enfants. sûr. Bien sûr. L'enfant roi du 20e, 21e siècle. Absolument. Alors vous êtes, je l'ai dit, comment on dit, contrôleur général des armées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le contrôle général des armées, c'est le corps d'inspection ministériel du ministère de la Défense. Donc on est une 60aine à peu près d'officiers généraux placés sous l'autorité du ministre de la Défense directement. Et on fait toutes sortes de missions à son profit pour lui rapporter comment fonctionne son ministère dans tous les domaines, sauf le domaine opérationnel stricto sensu, c'est-à-dire le déroulement des opérations. Bon là, on ne met pas notre nez dedans, mais sinon dans tout le reste, on y va, on regarde, on observe, on voit ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, etc. Et on propose au ministre les réformes qui sont nécessaires.
On va voir comment vous êtes arrivé à ce poste-là et comment vous êtes arrivé aussi à plein d'autres choses, puisque je l'ai dit, vous êtes aussi écrivain et vous avez publié aussi plusieurs fictions. Mais je vous propose tout d'abord, pour commencer cette émission, d'écouter une artiste suisse, une toute jeune artiste suisse qu'on aime bien ici sur la première. Elle s'appelle Fanny de Poel, c'est bien sûr son nom d'artiste. Et là, c'est une chanson qui fait un peu détective d'ailleurs. Le titre, Des miettes sur le canapé. Il y avait des miettes sur le canapé, une cigarette écrasée dans le fond d'un cendrier, quelques verres de tequila renversés sur le parquet, une liste d'idées noires jetées par terre et chiffonnées. Il y avait des restes pour l'heure du dîner, une belle assiette emballée dans du papier d'alu doré avec une drôle d'odeur qui débordait sur les côtés. La bouffe était vivante, chronique d'un repas oublié. Il y avait des cheveux dans le lavabo, de brosse à dents enlacées, un dentifrice saveur coco, quelques bouteilles de parfum alignées comme des dominos, une lettre écrite à la main avec des insultes au verso. Il y avait trop d'eau dans le gaz et pas assez dans le vin, c'était écrit en majuscule: tu n'es pas tout, je ne suis pas rien. Les moments tombés dans mon corps, j'ai le cœur qui perd la tête et mes pensées qui se déchirent comme un ciel zébré de comètes. Des braises dans la cheminée et les cendres d'une histoire qui était partie en fumée. Une boîte fermée à clé était déposée dans le feu. Sur le couvercle s'était gravé nos plus beaux souvenirs à deux. Il y avait des larmes sur un oreiller et des rêves collés au plafond par centaines et par millions. Les rancœurs d'un amour blessé, les reproches pas digérés qui ressuscitaient dans le noir. Une fois la nuit tombée, il y avait du vent dans les marronniers qui faisait danser les feuilles dorées par la fin de l'été, pendant que les tempêtes en mer jetaient les vagues sur les rochers et que les poumons de son cœur buvaient la tasse à sa santé. Quand t'es vide, t'es creuse, t'as pas de cœur. Il y avait des cris dans un hall d'entrée, des bacs perdus, des coups manqués, des valises pleines à craquer, des clés rendues, une porte claquée, un dernier cadeau lancé, enroulé dans du satin, à déballer dans l'escalier. Il y avait une bague dans une fleur séchée, et sur chaque pétale replié, au crayon noir c'était noté: même si parfois le temps nous fane, les hivers finissent par passer, devient l'étincelle de ma flamme, veux-tu bien m'épouser? Ça vous a plu, Daniel Hervouet? Oui, c'était un peu une tranche de vie, quoi. Un peu mystérieux comme ça. Oui, tout à fait. Elle a une très jolie voix en plus. Elle s'appelle Fanny de Poel. C'est un nom à retenir. Ça vient de sortir cet album-là avec notamment cet extrait qui passe assez souvent sur notre antenne, Des miettes sur le canapé. Vous, Daniel Hervouet, qui êtes ancien officier des forces spéciales et des renseignements, qui êtes également contrôleur général des armées et écrivain aussi. Vous venez de publier d'ailleurs Besoin d'autorité chez Ballant, qui parle justement de ce que c'est que l'autorité aujourd'hui, de comment l'exercer. Vous expliquez notamment à ceux qui forment de futurs dirigeants comment on peut faire au mieux aujourd'hui au XXIe siècle. On va revenir un peu en arrière dans vos souvenirs, notamment avec ça. On parle pas, on lève les têtes, on bouge pas. Alignez-vous. Tac, petit comble. Allez derrière, c'est le bordel. Pareil, voilà. Dos, arrête de manger la chouette. Non, voilà. C'est là. Comblé. On est dans les rangs maintenant, c'est stop. Deuxième compagnie. Bon. Compagnie en camp de non-repos. Concernant la nuit et la journée d'hier, je suis satisfait, très satisfait de votre comportement, surtout avec le froid. Attention aux phases nocturnes. Vous anticipez trop sur le réveil. Ça veut dire que certains se laissent mourir avec leurs Rangers.
vous n'êtes pas en mesure de durer comme ça. Donc quand on vous dit d'enlever les godasses et de tomber les vêtements, vous le faites. Sinon, vous n'allez pas durer. Vous n'allez pas durer. Certains se laissent un petit peu aller, pour ne pas dire subissent. Comportez-vous dès à présent comme de futurs chefs. Vous n'êtes pas là pour 10 mois, vous êtes là pour 35 à 40 ans. C'est ainsi que s'achève le premier mois de leur instruction militaire. Nous étions à l'école militaire de Saint-Cyr, que vous connaissez, Daniel Hervé. Oui, tout à fait. Alors, la réalisation est signée Isabelle Barthes, la facétieuse Isabelle Barthes, qui voulait un peu nous faire sourire avec cette archive, qui est assez récente. C'est un reportage de Zone Interdite qui se passait en 2014. Vous êtes diplômé de cette école en 1975 pour vous en France. Absolument, oui. C'était la même chose ? Oui, parce que, vous savez, il y a des fondamentaux dans la formation militaire. Il faut apprendre la rusticité. C'est un petit peu le sens des remarques qui sont faites là par le... je sais pas, ça devait être un sous-officier d'encadrement, à mon avis, comme j'en ai connu là, de ces bons adjudants solides qui ont de l'expérience et qui nous apprennent les choses dures de la vie militaire avec leurs mots, leur humour, leur rudesse, mais également leur grande chaleur, quoi. D'ailleurs, on l'entend là, il fait preuve d'autorité, mais il ne crie pas. D'ailleurs, il n'y a presque plus de voix. On entend qu'il a perdu un peu sa voix. Et peut-être qu'il fait pas très chaud aussi. Oui, c'est peut-être pour ça. Oui, il faisait très froid le jour du reportage. Mais on entend qu'il explique, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est aussi ça. C'est de la douceur. Quand il leur dit vous subissez, c'est-à-dire qu'il a envie qu'ils ne subissent pas, quoi, qu'ils soient suffisamment forts pour affronter le froid, les éléments, la fatigue, etc., quoi. Donc, ce sont des choses dont on ne peut pas parler quand même sur une douce mélodie au piano, quoi. Bon, on est dans un univers qui est rude. Alors, j'allais dire viril. Vous voyez, en fait, j'ai retiré ça immédiatement de ma pensée parce que maintenant il y a les jeunes filles qui sont à Saint-Cyr là, et les jeunes filles font les choses aussi bien que les garçons, et même parfois mieux d'ailleurs, parce que il y en a qui sont sacrément costaudes, et qui sont très résistantes, qui ont de la volonté. Oui, absolument. Il y a les grandes sportives dans tout ça, les grandes combattantes. Pourquoi vous y êtes entré, vous, Daniel Hervé ? Bon, c'était un petit peu, vous savez, quand on démarre la vie, on est très jeune, on ne sait rien de rien. Et on marche un petit peu à la poursuite de ses rêves, quoi. Donc moi j'avais en tête ce genre de choses. Alors il y a peut-être eu un petit quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance, c'est que mon père était volontaire pour l'Indochine. Et il est revenu grand invalide de guerre, vraiment très très blessé au combat, etc. Et j'ai lu ses titres de guerre après sa mort et vraiment il a fait des choses extraordinaires. Donc ça m'a sans doute un peu marqué. Et puis après, quand j'étais au lycée à Versailles, il y a plein de militaires qui habitent là-bas, et j'avais un certain nombre de mes camarades qui étaient des fils d'officiers qui m'ont parlé du métier militaire que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a plu, cette espèce de camaraderie spontanée. On était encore rien du tout, nous on était de jeunes lycéens, quoi. Bon. Mais déjà on sentait qu'il y avait un petit quelque chose comme ça, vous savez, comme cette camaraderie militaire qui unit, qui donne en même temps le sens du défi. Quand on était aux séances de sport, on voulait toujours faire mieux que les autres, etc., quoi. C'est-à-dire on était combatifs, pugnaces, et voilà, ça m'a bien plu. Et comme à l'époque, quand on était au lycée, qu'on voulait devenir militaire, c'était Saint-Cyr. J'ai décidé de préparer Saint-Cyr. Quelle est la différence entre le Saint-Cyr de votre jeunesse et le Saint-Cyr d'aujourd'hui, à votre avis ? Alors, à part qu'il y a des filles maintenant. Ce qui change principalement, c'est déjà la proximité de la guerre. À l'époque où j'étais à Saint-Cyr, moi, on était dans la guerre froide, donc on rêvait de partir en opération, mais à l'époque, il y en avait relativement peu, et donc les places étaient chères pour ceux qui souhaitaient participer à un genre d'aventure. Aujourd'hui, toutes les places sont garanties, c'est-à-dire que tous les officiers qui sortent d'une promotion de Saint-Cyr connaîtront les opérations, entendront le feu ennemi dans l'année qui suit leur sortie d'école d'application. Donc ça, c'est une grande différence. Il y a une différence également dans les générations, mais ça, bon, je veux dire, chaque génération succède à une autre. Bon, aujourd'hui, les jeunes sont peut-être beaucoup plus près de la société en général, pour la bonne et simple raison que
aujourd'hui, être officier, ça n'est ni un crime ni un délit, quoi. Lorsque j'étais au lycée Hoche à Versailles, à l'époque, annoncer qu'on allait devenir officier, bon, c'était quasiment avouer qu'on était une espèce de mélange de fascistes, de tortionnaires, de tout ce qu'on veut. Bon, on est dans le flower power, hein, là, dans les années 70. Voilà, c'était une époque d'antimilitarisme virulent. Il y avait eu la guerre d'Algérie pas si longtemps que ça avant. Moi, j'étais au lycée Hoche en 68, donc vous voyez, c'était 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Il y avait la guerre du Vietnam qui était en cours. Donc la jeunesse dans son opinion dominante ou dans les idées dominantes était globalement antimilitariste. Donc à l'époque, les militaires ne se déplaçaient pas en uniforme dans les rues, par exemple, parce qu'ils se seraient fait lyncher, quoi. Vous n'avez jamais eu les cheveux longs, Daniel Hervé? Si, un petit peu. Bon, pas long sur les épaules, hein, mais bon, beaucoup plus long que on ne les porte dans le monde militaire. Oui, bien sûr. Donc vous avez quand même participé à ce mouvement des années 70, la libération. À vrai dire, oui et non, parce que moi j'étais avant dans une école de frères, vous voyez, bon, donc j'ai été tenu par une rigueur, une discipline, mais en même temps aussi beaucoup de chaleur, hein, jusqu'en 68 où là je suis entré au lycée Hoche. Et dans ce lycée versaillais, là, j'ai été surpris de voir alors les comités d'action lycéens, etc., qui déboulaient dans les salles de cours en plein milieu du cours sans demander pardon au professeur en disant voilà des mesures nazies ont été prises par le proviseur. Je sais pas, alors la mesure nazie c'était je sais pas quoi, les portes du lycée ne seront ouvertes que de 8h à 19h. Bon, ça c'était une mesure nazie, enfin. Et moi je tombais à la renverse, je disais mais c'est quoi ce truc? Parce que nazi, je savais ce que c'était, j'avais lu plein de bouquins, j'étais passionné par l'histoire et j'arrivais pas à comprendre quoi le décalage qu'il y avait entre ce discours tenu par mes jeunes camarades et puis les réalités, quoi. Surtout après avoir été élevé chez les frères, justement. Voilà. Bon, alors pour autant, bon, moi je savais déjà qu'en Russie il y avait le goulag, je savais que chez Mao c'était pas le grand bonheur. Donc, quand on me proposait d'entrer dans un mouvement maoïste, un truc comme ça, bon, j'étais moyennement enthousiaste, hein, vous le comprenez. Quelle était la place de l'autorité chez vous, à la maison, quand vous étiez enfant, Daniel Hervé? L'autorité, il y en avait comme il le fallait, c'est-à-dire j'avais une mère très aimante. Bon, mes parents étaient divorcés, hein, donc mon père d'un côté, ma mère de l'autre, qui étaient remariés, bon... mon beau-père, lui, comme il était mon beau-père, il était dans une position un peu de retrait, quoi, hein, parce que voilà. Et ma mère était très chaleureuse, bienveillante, etc. Bon, mon père, lui, il attendait de ma part un comportement sur lequel je lui donnais à peu près satisfaction. Alors bien sûr, quand j'aimais pas trop aller chez le coiffeur, bon là, il y avait une petite tension, mais bon, je veux dire, s'il y avait que ça comme tension dans la vie, on s'en remettrait très vite. Hein, ça me fait penser, pendant que vous me parlez, Daniel Hervé, que peut-être vous avez cherché une autorité ailleurs, puisque le beau-père, comme vous le disiez, était plutôt en retrait. Il n'y avait pas vraiment d'autorité masculine à la maison au quotidien pour vous? Oui, mais en fait non, pas tellement, parce que moi j'ai toujours eu un peu de mal avec l'autorité, version autoritariste, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai toujours eu besoin pour utiliser la formule du général Frère que j'utilise dans mon livre, là, d'obéir d'amitié. C'est-à-dire, moi j'ai toujours été en quête de chefs qui me donnent envie de me dépasser, quoi. J'en ai eu dans ma vie, j'en ai eu un certain nombre. Et ça m'a vraiment enthousiasmé, quoi. Des gens qui, à la fois, avaient envie de me faire grandir, dont je sentais, voyez, qu'ils voulaient mettre du positif dans ce que j'étais, quoi, et qui me montraient à moi-même meilleur que je n'étais. En disant voilà, t'es un espèce de petit crétin qui fait l'andouille, mais tu sais que dans toi-même tu as autre chose que tu peux valoriser. Et alors là, j'étais sidéré parce que souvent je me rendais compte en les écoutant qu'ils avaient raison, quoi. Et là, je me suis rendu compte, j'ai commencé de me rendre compte que il y avait une autorité utile. Alors l'autorité du petit chef qui exige je ne sais quoi, des trucs un peu stupides, ça j'ai jamais supporté. Ce qu'on appelle le caporalisme dans le milieu militaire, là, alors ça me sort un peu par les trous de nez. Je suis plutôt rétif, vous voyez. On comprend bien ça déjà en lisant votre livre, Daniel. Vous avez besoin d'autorité, d'être ouverte à ceux qui forment de futurs dirigeants, et c'est sorti aux éditions Balland. Mais bien sûr, ceux qui ne forment pas de futurs dirigeants peuvent aussi très bien lire ce livre, et on en apprend tous en lisant ça.
que ce soit appliqué d'ailleurs dans le monde du travail ou dans sa famille ou ailleurs. La gymnopédie numéro 1 d'Erik Satie. Pourquoi vous nous avez proposé d'écouter ça d'ailleurs, Daniel Hervouet ? Parce que lorsque j'écoute ça, j'éprouve une espèce de conjonction d'idées, de sentiments. C'est le calme, la méditation, c'est les balades à la campagne, c'est le Grand Maulne, c'est Stefan Zweig, c'est toutes ces choses-là. Oui. Et cette musique est propice à mêler tout ça. Dans la réflexion, dans la méditation, c'est le calme, c'est le temps qui est nécessaire aussi lorsqu'on a des responsabilités pour prendre du recul, pour réfléchir, pour se poser la question du sens de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'adore ce morceau. Merci de casser les clichés, Daniel Hervouet. Je ne sais pas si on doit dire le T à la fin d'ailleurs, Daniel Hervouet. Oui, on le dit, oui. Vous êtes ancien officier des forces spéciales et des renseignements, contrôleur général des armées, donc militaire de carrière, mais vous nous parlez de Satie, du Grand Maulne et de la campagne. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et ça casse beaucoup de clichés qu'on peut avoir sur l'armée. On va parler d'écriture maintenant, et aussi un peu d'espionnage. Écoutez. J'admire votre courage, mademoiselle... Trench. Sylvia Trench. Et j'admire votre chance. Monsieur... Bond. James Bond. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. Bonjour. Je m'appelle Bond. James Bond. Je m'appelle Bond. James Bond. Oui, je suis Monsieur Bond. James Bond. Je m'appelle Bond. James Bond. Monsieur Bond. James Bond. En réalité, capitaine, j'appartiens au service secret britannique. Je m'appelle Bond. James Bond. Qui êtes-vous? Bond.
Bah oui, c'est Bond, James Bond. C'est une petite compilation comme ça de toutes les fois où James Bond dit son nom avec cette manière si particulière. Alors c'est mon clin d'œil à moi pour vous qui écrivez des thrillers géopolitiques, enfin des fictions d'espionnage aussi, un petit peu. Vous avez publié notamment Burma Club, Leto, Le piège du Ruska, qui met en scène souvent Adrien Laurent. Vous mettez souvent en scène cet ancien officier du service action de la DGSE. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans Adrien Laurent ? C'est moi qui tape sur le clavier ses aventures. Donc voilà, ce que j'y mets, c'est mon imagination, ma connaissance du milieu, voilà, tout est un petit peu de moi là-dedans puisque je suis l'auteur. Mais si votre question c'est est-ce que vous parlez de vous, c'est non, c'est clair, ça n'est pas moi. Un personnage que vous avez inventé. Absolument, oui, tout à fait. Oui, ça sera un peu déplacé d'ailleurs. De toute façon, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui aurait vécu tout ce qu'a vécu mon personnage, le raconter de cette manière-là. Ce serait gonflé en tout cas. Oui, ça serait complètement en infraction totale avec les principes qui sont appliqués dans ce genre de milieu, qui sont un mélange à la fois d'humilité nécessaire au plan personnel et puis de protection du secret réglementaire. Je veux dire. Et puis de toute façon, vous savez, je concentre pour des raisons littéraires beaucoup de choses dans très peu de temps dans la vie de mon personnage, et un personnage qui aurait vécu tout ce que je lui fais vivre moi dans mes livres, et bien franchement il serait ça serait une grande exception quoi par rapport. Il y aurait de petits problèmes psychologiques peut-être. Oui, au bout du compte, voilà. Enfin bon. Alors vous avez laissé dans l'école militaire de Saint-Cyr que vous avez suivi, et puis ensuite une carrière dans l'armée notamment. Pourquoi vous vous êtes mis à écrire de la fiction, et quand d'ailleurs? Je m'y suis mis relativement tard et je m'y suis mis parce que en fait, j'enseigne à l'université, j'enseigne, disons, la réflexion stratégique, les prises de décision, situations de crise, etc. Bon. Et je me suis rendu compte en faisant travailler mes étudiants que souvent ils sont assez ignorants de situations géopolitiques diverses, quoi. Et je me suis dit la meilleure façon de les amener à s'intéresser à ces situations géopolitiques, c'est de leur faire vivre directement, je dirais presque charnellement, des situations donc liées aux aventures d'un personnage fictif, mais de leur faire vivre justement tous les aspects de ces crises géopolitiques pour qu'ils les comprennent mieux. Et chacun de mes livres d'ailleurs se rapporte à une crise géopolitique ou une situation. Le premier, Leto, c'était l'affaire irlandaise. Ensuite, le piège, Mission Albatros, c'était les mafias albanaises. Le piège de Rouchka, c'est l'affaire basque, etc., jusqu'au grand sacrifice, qui est la grande question du nucléaire iranien, quoi. Donc, et chaque fois, j'évoque un contexte géopolitique, et en fait, on fait passer davantage d'idées et de connaissances des situations à travers la fiction qu'à travers des essais ou des ouvrages savants, parce que les ouvrages savants sont réservés aux savants, et donc ça n'est pas diffusé parmi le lectorat le plus général, quoi. Avec toujours cette idée qui figure aussi dans Besoin d'autorité, dans ce dernier livre, que mieux vaut ne pas y aller frontalement, finalement. Au lieu de leur asséner des vérités géopolitiques, on va aller par la fiction, et ils vont apprendre plus de choses. Absolument. Et comme ça, ils prennent conscience du complexe aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir des positions hyper tranchées, simplistes, le bien, le mal, les bons, les méchants, etc. Là, ils se rendent compte à travers tout ça qu'effectivement, les choses sont beaucoup plus complexes. Alors, on entendait James Bond à l'instant décliner son identité dans plusieurs films différents. Vous avez regardé, j'imagine, certains James Bond, ou tous peut-être? Oui, mais je les ai tous à la maison, mais vraiment, j'aime pas du tout, quoi, parce que ça n'a rien à voir, rien à voir avec le métier des services secrets, de l'action de l'ombre, etc., quoi. Absolument rien. Alors c'est plaisant comme spectacle, si vous voulez, mais non, ça présente aucun intérêt dans ce domaine-là. Vous avez devancé ma question, c'était la question que j'allais vous poser. On sait par ailleurs qu'en France, il y a pas mal d'écrivains qui produisent le genre de thriller que vous aussi vous produisez. Il y a notamment Jean-Christophe Granger qui est très lu. Qu'est-ce que vous pensez de lui ?
Il est plutôt sur le créneau, lui, du crime, quoi. C'est-à-dire le thriller criminel, comme on en voit beaucoup. La plupart des auteurs de thrillers, d'ailleurs, sont des auteurs de thrillers criminels. Hein. On assassine quelqu'un qui a assassiné, pour quelle raison, et puis on en profite pour découvrir toutes sortes de travers de la société ou autre. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, le crime, je vais dire, le crime ne m'intéresse pas. Vous voyez, c'est rassurant. Tant mieux. En sortant, je n'assassinerai personne. Non, moi, cet aspect-là, policier, criminel, etc., ne m'intéresse pas parce que c'est pas mon milieu. C'est hyper couvert. Il y a beaucoup trop, à mon avis, d'auteurs en la matière, ce qui fait qu'on est souvent dans le répétitif. Et ce qui change d'un auteur à l'autre, c'est un peu le style, un peu la façon d'aborder les sujets. Bon, voilà. Mais le thriller criminel ne me passionne pas. Qu'est-ce que l'écriture de ces livres de fiction, Daniel Hervouet, vous a appris pour votre pratique quotidienne ? Ce que ça m'a appris, ou plutôt ce que ça a renforcé un petit peu dans mes convictions, c'est la nécessité de concevoir très en amont les actions qu'on va mener plus tard. Et les concevoir à travers le jeu des acteurs, hein, c'est un petit peu un travail d'anticipation. C'est-à-dire que moi, lorsque j'écris mes livres, je pars de la fin. Je dis, à la fin, qu'est-ce que les gens doivent découvrir ? Et pour qu'ils découvrent ça à la fin, il faut bien sûr que, à travers mon récit, je les emmène à droite à gauche sur des faux chemins, mais où ils ne se perdent pas trop quand même, parce que sinon ils perdraient le fil de l'histoire. Mais vous voyez, donc je construis mon histoire à l'envers. Et quand on construit l'histoire à l'envers comme ça aide énormément à comprendre lorsqu'on a un phénomène sous les yeux qui se produit, phénomène politique, économique, géopolitique, etc. On se dit, tiens, si ça se produit maintenant, c'est peut-être dans le cadre de tel type de montage, etc. Donc vous voyez, ça permet de relier un phénomène isolé à quelque chose de beaucoup plus complexe et d'essayer d'émettre déjà des hypothèses sur ce qui est en train de se dérouler. Parce que ce qu'on voit n'est pas toujours l'élément final d'une aventure ou d'un récit, si vous voulez. On peut être dans une phase intermédiaire. C'est un petit peu comme les articles du Canard enchaîné. Quand vous avez celui d'un jour, vous attendez celui de la semaine d'après, et puis au bout du compte, vous vous dites, oui, c'est vrai. On voit un petit peu sur quoi ça débouche, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu à ça que ça m'a aidé, mais je savais déjà, si je me suis mis à l'écriture de thriller, c'est aussi parce que ça ressemble beaucoup à la préparation d'une opération, disons, quoi. Lorsqu'on veut préparer une opération, on sait ce qu'on veut obtenir et on essaye d'imaginer tous les modes d'action possibles et imaginables, de manière à ce que ce soit le plus efficace possible et le moins prévisible possible pour les gens qui sont en face. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, ça peut être applicable à toutes les situations où il faut qu'on exerce une certaine autorité. Là, c'est votre autorité d'auteur qui mène le lecteur où il a envie. Absolument. Mais ça peut être aussi dans d'autres situations d'autorité, savoir où on va d'abord. Bien sûr, savoir où on va. Quand, par exemple, on veut complètement changer la configuration d'une entreprise sous la pression de l'évolution du marché, de l'évolution de la technologie, etc., on peut dire, finalement, dans 2 ans, nous devrons être capables de faire je ne sais quoi, mais d'ici là, il y a un certain nombre de choses à changer, etc., et comment allons-nous nous y prendre pour le changer ? Comment prévenir les gens, comment les préparer psychologiquement, comment les former pour le nouveau monde dans lequel on va les faire entrer, comment leur faire accepter ces changements, etc. Comment les rassurer également pour qu'ils ne se sentent pas en danger éventuellement. Si on est obligé de se séparer d'un certain nombre de personnes parce qu'on aura besoin de moins de monde à l'issue qu'aujourd'hui, comment faire en sorte que ces gens-là soient formés, accompagnés, etc., pour pouvoir rebondir et trouver un autre travail. Donc, vous voyez, l'autorité exercée de manière humaine peut s'en trouver renforcée de ce type d'exercice, parce qu'effectivement, au lieu de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est dans 2 ans être une société qui fait de l'électronique de tel type, on va annoncer le truc au dernier moment, et puis crac, on va faire tomber les guillotines, on va recruter une nouvelle équipe et on repartira à 300 à l'heure.
Bon, ça, on se doute bien quand même que c'est pas un comportement idéal. Donc, ce que j'évoque, moi, c'est une méthode, une technique qui permet justement d'anticiper, de préparer dans tous les sens du terme, de préparer en termes d'organisation, mais surtout en termes humains, de manière à ce que les gens n'aient pas le sentiment d'être violentés, d'être bousculés ou d'être traités comme moins que rien, quoi. Simplement parce que on ne les met pas dans le jeu, on considère qu'ils ne sont pas de vrais acteurs du jeu, quoi. Ce sont des pions. En quelque sorte. On a écouté tout à l'heure une douceur, celle de Satie. Je vous en propose une autre maintenant, et c'est vous aussi qui nous avez proposé de passer ce morceau. Un peu plus jazzy, c'est Madeleine Peyroux. Ouais. Walking After Midnight. To do, I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. I stopped to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night wind whispers to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, just hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me. On est bien ce soir, pendant cette émission. Daniel Hervouet, vous êtes à Paris, je suis à Lausanne. Nous ne nous voyons pas, nous sommes en duplex. Et on parle d'autorité, notamment à travers votre livre « Besoin d'autorité, lettre ouverte à ceux qui forment de futurs dirigeants ». C'est paru chez Ballant. Alors a priori, on pourrait se dire, tiens, sujet difficile, un peu dur. Là, on prouve depuis un petit moment maintenant que ça peut être fait tout en douceur, cette autorité. J'ai envie de vous faire écouter une voix qui nous vient de 1972. Et il y a une lettre de Jaurès, fin 84, à Salomon, où il lui dit « Tu comprends, si jamais j'étais élu, ça serait un drame. Parce qu'un député prend des responsabilités, il est obligé de choisir devant des cas très graves. Et moi, avant de m'engager dans l'action politique, dans l'action militante et concrète, il y a des questions auxquelles je voudrais pouvoir répondre. » Et c'est dans cette lettre à Charles Salomon qu'il lui dit « Je veux savoir qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'esprit, d'où vient tout cela, où va tout cela ?» Ça vous fera peut-être sourire de penser que un homme, avant d'être député,
veut répondre à certaines questions métaphysiques. Je me demande si aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de députés qui ont commencé par se poser ces questions métaphysiques. Et bien, Jaurès était comme ça. C'était quelqu'un de profondément sérieux qui se disait l'action repose sur une certaine philosophie. Il faut avoir, ma philosophie n'est pas encore complète. J'ai pas envie de m'engager dans l'action militante avant de savoir quoi penser sur ces réalités fondamentales. La superbe voix d'Henri Guillemin avec son très léger cheveu sur la langue qui parle de Jaurès. Vous savez pourquoi je vous fais écouter ça, Daniel Hervouet ? Ben, certainement parce que j'ai mentionné une lettre aux instituteurs de Jaurès, justement, à la fin de mon livre. Oui, tout à fait. Et puis aussi parce que ce que dit Henri Guillemin, c'est cette idée qu'il faut plonger en soi avant de vouloir diriger les autres, finalement. Bien c'est sûr, ce que vous dites aussi. Bien sûr. Bien sûr, mais ce n'est pas un hasard si j'ai cité effectivement cette lettre de Jaurès à la fin de mon livre, dans la conclusion, parce que justement, il met beaucoup de profondeur dans l'exercice de la responsabilité, de l'autorité, etc. Et cette profondeur, c'est ce qui donne du sens à l'action. Si effectivement la seule chose qu'on brigue, c'est le poste pour y être assis et après pour espérer l'avoir à nouveau dans un certain nombre d'années, ou bien le fait de prendre celui du dessus encore, ou bien alors effectivement devenir le PDG de l'entreprise. Bon. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est pour ça que lorsque j'interviens, moi, dans des universités d'entreprise, et que j'évoque avec les gens cette question de l'exercice de l'autorité, de leadership, etc., je leur dis, vous savez, parce qu'on me demande souvent de parler du cas particulier des forces spéciales, etc., je leur dis, vous savez, dans les forces spéciales, en définitive, on utilise une autorité qui est assez féminine. Alors, en général, je produis un certain effet en disant ça, parce que les gens, bien sûr, se disent, les forces spéciales, c'est des gros balaises avec des kilos de muscles. C'est pas des chochottes. Bon. Ouais, c'est pas des chochottes, bon. Et en fait, je leur dis, c'est quoi le mode d'autorité féminine ? C'est le mode d'autorité qui passe d'abord par l'intelligence, puisque contrairement à l'homme qui peut imposer des tas de choses par la force, alors tout ça c'est symbolique bien sûr, parce que des femmes peuvent imposer des choses par la force aussi. Également, oui, ça arrive. Mais bon, la plupart du temps, dans l'histoire des sexes, je pense que les femmes ont dû la plupart du temps, on le voit dans les grands personnages historiques, mais on le voit aussi dans les familles, convaincre en utilisant plutôt les techniques de Sun Tzu, la stratégie indirecte, etc., en faisant du billard à plusieurs bandes, pour obtenir un résultat plutôt que d'agir de manière frontale et brutale. Et tout ça, ça demande quoi ? Ça demande, quand on veut agir de manière subtile pour déboucher sur un résultat, ça demande de savoir pourquoi on a vraiment besoin de ce résultat et pourquoi on est capable de faire autant d'efforts pour déboucher sur ce même résultat. Ça nous amène à parler, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est le temps de la campagne présidentielle. Je parlais au début de cette émission d'être exemplaire. Apparemment, là, ça marche pas. Ils sont pas vraiment exemplaires, ces hommes politiques. Oui, alors bon, il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'avoir répondre à cette question dans ce contexte-là, parce qu'effectivement, quand on parle de besoin d'autorité, je parle d'exemplarité, donc voilà, immédiatement, ces questions d'actualité arrivent. Alors, moi, sur ces questions-là, si vous voulez, je ne donnerai pas du tout dans le moralisme. Pourquoi ? Parce que il faut savoir à quoi sert l'autorité. Alors, il y a l'autorité des parents, l'autorité d'un petit chef d'équipe, l'autorité d'un patron de PME, l'autorité... Bon. Lorsqu'on se situe à un niveau élevé de responsabilité, quand on est patron d'un grand groupe, quand on est, je sais pas, ministre, président de la République ou je ne sais quoi d'autre, bon... la transparence intégrale n'est pas possible et n'est pas souhaitable. Pour la bonne et simple raison que on est dans les hautes sphères, dans un monde de prédateurs, où tout le monde est en embuscade, en interne de chacun des pays, dans le domaine des relations internationales, et donc il ne faut pas donner dans la candeur, et le bon dirigeant, à mon avis, est le dirigeant qui a le cuir épais, qui a de la volonté, qui est solide, qui est capable de créer de la cohésion, etc. Bon. Alors après ça, sur l'exemplarité, je dirais, individuelle, personnelle, quoi, sur ses mœurs, sur le goût des uns et des autres pour le luxe, l'argent, les voitures, les femmes, les hommes, je ne sais quoi. Bon,
Eh bien oui, on est dans le domaine de l'humanité, et dans l'humanité, il y a les humains, et si on se regarde nous-mêmes, je veux dire, moi il m'est arrivé récemment de dire à des gens qui s'indignaient à longueur de journée, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous n'êtes jamais rentré chez vous avec une ramette de papier que vous avez prise au bureau ? Et en général, ça provoque le silence immédiat. Bon, en même temps, nous, on ne devient pas candidat pour devenir président, pour diriger un pays. Oui, mais on empêche qu'on donne des leçons. Enfin, on s'indigne, etc. Alors qu'en définitive, bon, là, moi, je souhaite pas entrer tellement dans le détail de ces affaires, si vous voulez, parce que bon. Alors, la facilité, ça serait de dire ne nous prononçons pas sur les affaires qui n'ont pas été jugées. Mais au fond, pour être honnête, je crois que le jugement qu'on peut porter sur les gens, c'est le résultat d'un faisceau d'éléments. Vous savez, le général de Gaulle payait ses factures de téléphone lorsqu'il était à l'Élysée. Il passait un coup de fil privé, il payait son coup de téléphone. Bon, moi j'ai une très grande admiration pour le général de Gaulle, la France libre, tout ça, je trouve ça extraordinaire, et j'ai sa photo dans mon bureau. Bon, n'empêche que lorsqu'il a eu à lutter contre l'OAS, etc., il a mis sur pied, il a fait mettre sur pied des groupes de barbouzes, de tueurs, etc., qui étaient parfois recrutés dans le milieu. Bon, voilà. Alors quoi dire après ça on peut décortiquer le truc en disant oui mais alors j'ai bien aimé De Gaulle jusqu'à telle année puis à partir de telle année il est devenu méchant. Non c'est pas comme ça que les choses marchent. C'est l'humanité. C'est à certains moments on glisse, on est faible, on fait quelque chose quand dans sa jeunesse. Alors parfois on vient dire aux gens, on évoquait tout à l'heure les années 68 etc. On dit à midi, mais il était trotskiste quand il avait 20 ans. Bon, là oui, d'accord. Bon, et puis un autre, lui, il était dans l'extrême droite. Je l'ai vu à Assas avec une barre de fer. Tout. Oui, bon, d'accord. Ok, il avait quel âge il avait 16 ans, 17 ans, 18 ans. Bon, puis à un moment donné, plus tard, là aussi, on peut avoir toutes sortes de raisons de glisser. Tout le monde glisse. Quand on regarde bien, de toute façon, c'est une source de grands revenus pour certains avocats américains et qui consiste à aller gratter dans les coins de la vie des candidats pour essayer de nettoyer tout, etc. Puis quand bien même on n'y arrive jamais. Et si on est honnête et qu'on regarde soi-même dans le rétroviseur de notre propre vie, je suis sûr qu'on peut toujours trouver 3-4 trucs dont on n'est pas très fier, quoi. Ça me rappelle quelqu'un qui disait jetez-moi la première pierre. Voilà, exactement. Je vais vous citer vous, Daniel Hervouette, qui dit il est important de ne pas franchir la frontière qui existe entre l'humanisme et le mépris de l'homme. Ce qui fait la part des choses, c'est le respect et la défense de la paix. Ouais. C'est vous qui l'avez dit ça. Ouais. Quel est votre plus grand flop en matière d'autorité ? Mon plus grand flop en matière d'autorité, je crois que c'était des erreurs de jeunesse. C'est-à-dire un moment où j'avais pas compris encore ce qu'était la bonne façon de mettre en œuvre l'autorité et où je pensais que mon énergie, ma force, mon dynamisme suffisaient. Donc ça c'était une grande source d'erreur, mais qui m'a fait tellement apprendre tellement rapidement par là c'est le phénomène du boomerang si vous voulez, donc ça c'est efficace. Oui, quand vous en le faisant prenez des une fois erreurs ou deux dans la figure. Ah oui. Alors cela dit, il y en a qui apprennent en prenant le boomerang dans la figure, et il y en a qui se disent la prochaine fois je baisserai la tête, quoi. Oui. Voilà. Il y en a qui apprennent pas, c'est vrai. Pour apprendre, on peut aussi lire votre livre, Besoin d'autorité, lettre ouverte à ceux qui forment de futurs dirigeants, et c'est paru aux éditions Ballant, et c'est à mettre entre toutes les mains, pas seulement à ceux qui forment de futurs dirigeants. Ça, c'est j'imagine, une phrase comme ça en forme de formule, on va dire ça comme ça. Et c'est pour apostropher un petit peu aussi mes collègues de l'université, parce que une évidence, c'est qu'il n'y a aucun endroit, à part dans les écoles militaires, dans lesquelles on apprend à exercer l'autorité, à travers des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Qui est encore nécessaire au XXIe siècle, cette autorité. Absolument. Et dans les écoles de commerce, dans les grandes écoles, etc. Bon, on n'enseigne pas ça. À l'université, on ne l'enseigne pas. On enseigne le management, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ah non, c'est pas du tout pareil. Vous en expliquez dans le livre. Merci beaucoup, Daniel Hervouette, d'être venu vous confier comme ça à mon micro. Merci à vous, c'était très agréable. Et puis, je me permets de vous dire que vous avez une voix également très agréable, comme celle de Madeleine Pérou. Et j'aime beaucoup les voix. Les voix, c'est important pour les relations entre les gens. Oui. Merci beaucoup. On va en écouter une autre de belle voix, c'est celle de Paul Weller, qui chante The Ballad of Jimmy McCabe. Where you gonna run now, Jimmy?
the dark of night now, oh Jimmy. I'm gonna run till there ain't no breath left inside my tired chest. Only then might I find charity. When you're gonna find the strength to be. Clear your mind of the darkness that you see. I'll run till my legs expire. Lay me down in the cold wind's quiet. Only there will I find purity. Look for that homecoming, sweet daddy-o. Look for that star shining, sweet Katie-o. I'm coming home. Where you gonna find such charity as of your loved ones, oh Jimmy? I'll beat my head till dawn, figure out what I'm running from. Only then will I find peace in me. Voilà, c'est tout pour ce soir et c'est tout pour cette semaine. Merci à Willy Desélus qui a choisi les musiques de l'émission. Merci à Isabelle Barthes qui était en régie. Demain, nouvelle diffusion de l'émission réalisée plus tôt cette semaine et en musique, s'il vous plaît, avec José Arense Diaz. Ça se passe demain à 16h sur la première et lundi, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On parlera hospitalité et pas des moindres en compagnie de Jean-Jacques Gauer, ancien patron du Lausanne Palace. Juste après les infos, rêver, ses derniers rêves avant la nuit. Merci d'écouter la première. Il est 21h.